je vous ai réunis parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nathalie me fait des retours et je suis désolée, on en a déjà parlé, hein, mais la qualité, c'est pas ça. Et il faut remettre ça sur le tapis. D'ailleurs, je suis vraiment désolée de le dire, mais à un moment, il faut avancer. Hein. Alors, il faut prendre des décisions. Il faut qu'on fasse un point sur la qualité. Parce que ça ne peut pas durer, on va droit dans le mur. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, bon. Ok, il y a un problème, c'est évident. Ok, c'est quand même pas la première fois que ça arrive. Hein. L'année dernière, bon, on a eu un peu le même souci, quoi. Hein. Faut être honnête entre nous aussi. Oui, enfin là c'est particulièrement fréquent, hein, 4 retours cette semaine. Ouais, bon, alors peut-être c'est une histoire de formation. Hein. Bon, peut-être que les gars là, ils sont pas assez formés. Et comment ça attend une histoire de formation? Non, attendez, Laurence, excusez-moi, je voudrais pas vous attaquer, mais je parle d'une vraie formation, pas une espèce de stage. Mais tu verrais quoi, Florence, formation Attends, un jour par an et par personne. Ah ben justement, un jour par an et par personne, moi j'aurais besoin, là, attendez, j'aurais besoin, alors oui, et j'aurais besoin d'un retour pour le stage, l'assertivité, c'est un jour par an et par personne, j'aurais... Attends, qu'est-ce que c'est l'assertivité? J'ai jamais entendu ça. Mais tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas au courant de ce que On peut pas attendre sur l'assertivité maintenant, Voilà à peu près le genre de réunion qui se passe dans des entreprises autour de nous. Pas dans les vôtres, hein. Dans celles d'à côté, peut-être lu ça dans le journal. On en parle de temps en temps, ça s'appelle la réunionnite. Et c'est pas nous qui avons inventé le procès de la réunionnite. Vous avez été pas mal dans cette salle à le faire déjà depuis des années. C'est la vie quotidienne de l'entreprise. Et là, vous avez eu le son. On n'a pas imposé l'image. Mais l'image, on peut la décrire. Les corps s'affaissent dans les chaises. Les regards s'évitent. Les crânes tournent en rond tout seuls comme ça avec leurs pensées à l'intérieur. Alors les gens disent des choses pour ceux qui aiment parler et ils parlent trop longtemps. Les gens qui n'aiment pas parler disent des choses, mais si peu que finalement ils ne disent rien. Et puis au bout d'un moment, on lâche des mots à droite, à gauche. Alors pour contrôler le phénomène, on canalise. On canalise, c'est-à-dire qu'on fait des procédures, on fait des plans de réunion, on fait des timings de réunion, on fait des ordres du jour, on forme des gens à animer des groupes. On canalise ceux qui parlent trop, ceux qui ne parlent pas, et les mots par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ne change pas le fond de la production, mais ça fait plus propre. On suit la procédure. En clair, ce qui se passe, c'est que les gens suivent la procédure, on suit le plan de la réunion, mais personne ne s'y investit physiquement, et par conséquent, intellectuellement, c'est le service minimum. C'est logique. En art oratoire, là où le corps n'est pas, l'esprit n'est pas. Et la fonction non plus. Les anciens disaient mens sana, in corpore sano. On pourrait modestement ajouter aujourd'hui mens non sana, in corpore non sano. Il y a combien de réunions qui se passent aujourd'hui, combien se sont passées dans les entreprises aujourd'hui, à la Défense, boulevard Malesherbes, à Marseille, à Londres et ailleurs. Combien de réunions sont passées comme ça? C'est la vie quotidienne de l'entreprise. Des réunions qui ne créent pas de valeur ajoutée dans le mental des gens qui en sortent. Des réunions sans valeur. Et on sort en se disant, c'était une réunion de plus. Et quand les corps ne s'affaissent pas, ils se tendent. Alors les gens s'énervent. On dit un peu n'importe quoi, ça part dans tous les sens, un peu comme dans les débats politiques à la télévision. Et les idées ne circulent pas. Simplement, on a tenu la réunion. La réunionnite est une forme de décadence de la pensée dans les entreprises. Une forme. Pourquoi? Tout simplement parce que nous pensons ici, et vous pensez sans doute, qu'on a perdu le secret des orateurs. Le secret des orateurs, page 29. Bien sûr, ces réunions ne sont pas des échecs absolus. Leur organisateur les supprimerait s'il n'en tirait vraiment rien. Mais ce sont des échecs relatifs. Elles durent souvent trop longtemps,
pour ce que l'on en tire. On y voit les corps des orateurs avachis sur les tables ou dans les sièges comme des montres molles de Dali, et les regards dans le vide, tant chez les orateurs que chez ceux qui les écoutent. Il existe d'autres situations d'art oratoire. La grand-messe, par exemple. Vous avez une scène, des projecteurs, un public, vous, par exemple, et puis un homme, une femme qui entre en scène, seul, face à son public. C'est une situation à forte charge, plus théâtrale que ces réunionites. Et là, le trac apparaît, la peur. Alors si on observe cet orateur dans ce genre de situation, plus précisément, eh bien il entre en scène comme puni. Vous savez, comme un skieur débutant qui se serait trompé de télésiège et qui arriverait en haut d'une piste noire par mégarde et qui serait là en train de se dire « Maman, viens me chercher ». Face à ce danger, face à cette peur, une partie de notre cerveau, le reptilien, nous dicte 3 comportements possibles. Le premier, la fuite. Difficile de quitter la scène là et de vous laisser seul, hélas. Alors on reste là, courageusement. Deuxième possibilité, face au danger toujours, l'attaque, l'agressivité. Mais pas toujours bienvenue dans ce genre de convention non plus. Alors il reste une troisième option. Simuler la mort. Disparaître. Disparaître derrière son pupitre, disparaître derrière ses notes, derrière son texte, derrière ses slides. Et pour bien faire, se rétracter totalement, gestuellement, physiquement, vocalement. Et du coup, disparaître intellectuellement. S'ajoute à ça le défaut d'expression, qui est là pour pallier, pour traiter la peur. Alors dans les défauts d'expression, vous en avez plein. Vous avez le tic gestuel, la constance gestuelle, qui est là pour rassurer. Le tic verbal, la constance verbale, le E, la scorie. La constance tonale, la voix monocorde. Et puis, vous avez aussi la constance rythmique. On n'attend qu'une chose, débiter son texte le plus rapidement possible pour sortir de là vivant et sauver notre peau. Toutes ces constances, sous ces défauts d'expression liés au trac, amènent à nos présentations quelque chose de mortifère, de triste, ennuyeux. Quel dommage. Et pourtant, ces orateurs, quand ils entrent en scène, sont préparés. Ils ont travaillé. Alors pourquoi ont-ils peur? D'où vient cette peur? C'est vrai ça, d'où vient cette peur? L'éducation à la française, c'est un véritable paradoxe. Tout petit, un enfant de 4-5 ans n'a pas peur. Il n'a pas peur de parler. Il est plutôt content de réciter la poésie, de réciter la comptine, devant sa famille, en général ébahie, qui l'encourage et qui le voit déjà sur les planches plus tard, l'imagine déjà comédien. Cet enfant-là est sacrément doué. Mais retrouvons-le quelques années plus tard en entreprise. Il n'y a plus personne. Sur la scène de la convention annuelle, précisément, on vient de le voir, il n'y a plus personne. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il a bien dû se passer quelque chose entre le moment où il était très à l'aise et où il prenait beaucoup de plaisir et le moment où il est complètement paralysé. Alors que s'est-il passé? L'éducation, précisément. L'éducation qui nous a inculqué quelques phrases. Vous en connaissez certainement. Je vais vous en donner quelques-unes. Lève ta main avant de prendre la parole. On apprend ça à l'école. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Vous imaginez le plaisir qu'on a après avoir tourné 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler? On n'est plus très spontané. Donc nous avons appris la peur de parler. Ce n'est pas une peur innée, c'est une peur acquise. Mais on peut dire qu'elle est tout de même bien ancrée chez nos orateurs. Le secret des orateurs, page 37.
Ensuite, tout l'environnement de l'enfant, jusque et y compris à l'âge adulte, se charge de reconditionner chez lui l'association entre l'idée de parler en public et le sentiment du danger. Tel patron, pour conclure un exposé, pose la question suivante. Y a-t-il des questions intelligentes ? Il le fait en souriant, mais tout de même, pour redonner le trac à celui qui va parler, on ne saurait mieux faire. And we are so afraid of speaking that we think ahead, we anticipate in order not to make any mistake. And when we do so, we are in our heads. But when we are in our heads, we are not in our bodies. And when you are speaking in public, you need to be in your body. Because when you speak in public, you want to create connections between you and your audience. And the only way to create these connections is to use what you've been given, your body, your organ of perceptions, your eye contact, your ears. You, as an audience, send a lot of signs. And how do I receive these signs? I receive them through my eyes, through my ears. It's like creating a pipeline between you and me, all of you. And when the pipelines are created, then my thoughts can freewheel. And I can serve my ideas because I can serve my audience. Because you are giving the feed and I am giving the back. And the connection is created. And in our speeches, in our meetings, we can create added values because we use one another to work off each other. And also, doing such, we cope with fear. Vous avez noté, c'est de l'anglais. Il faut être dans son corps, dit Marie-Sophie, bien sûr qu'il faut y être. Et ce n'est pas une chose facile. La première chose à faire, c'est d'arriver à inscrire son corps physiquement dans l'environnement social. Et quand on regarde les orateurs, très souvent, ils n'ont pas d'appui sur le sol, ça s'aille un peu n'importe comment, se dandinent d'un pied sur l'autre. Ils n'ont pas non plus d'appui sur le ciel, et pourtant nous sommes tous des homo erectus. Ils n'ont pas non plus d'appui sur l'humanité en face d'eux. Les regards rompt le contact pour réfléchir en regardant le plancher, le plafond. Donc le corps de l'orateur, aujourd'hui, sans appui sur le ciel, sans appui sur le sol, sans appui sur l'humanité en face de lui, le corps de l'orateur n'est plus là. Et le cerveau, que devient-il? Il flotte en apesanteur, en suspension dans l'air, un peu comme le whisky du capitaine Haddock dans la fusée qui va vers la Lune. Vous savez, le whisky qui sort du verre et qui part en boule dans l'espace de la cabine et qui flotte comme ça dans le vide. Nos réunions sont pleines d'orateurs dont le cerveau flotte dans le vide. Et de temps en temps, il y a une encre sur un bullet point, comme ça, ils ne s'envolent pas trop loin. Et c'est le bullet point qui prend la place du cerveau. Et la pensée est morte. La pensée meurt. Et l'orateur, pendant ce temps-là, il est à l'intérieur de sa tête. Et il pense, croyant faire du Descartes. Il est simplement comme beaucoup d'orateurs. Un peu des gens sous la forme d'expression de Michel Rocard. Des gens qui sont dans leur tête, qui ne communiquent avec personne. Quand on parle de whisky, c'est ça, c'est de la drogue. La pensée elle-même devient comme le whisky une drogue qui coupe du monde extérieur. Alors ça donne cette forme d'expression Michel Rocard. Des orateurs shootés à la cogitation solitaire. Ce n'est pas le style de l'individu qui ne va pas. On n'est pas là pour apprendre les claquettes. Quoique, tous les styles sont intéressants.
L'orateur ne produit plus de personnages. Il parle comme s'il était dans la rue, comme s'il était chez lui, mais il n'est pas dans la rue, il n'est pas chez lui. Il ne produit plus, dans le cadre de sa fonction, que ce qui est le plus inintéressant en vie publique, sa personne. La pensée de la fonction est morte, n'existe plus, nulle. Alors que devient le corps? Où sont les appuis? Comment fédérer le mouvement? Comment produire le personnage, c'est-à-dire le sens? Le secret des orateurs, page 27. Aujourd'hui, le PowerPoint fait fureur. Le conférencier envoie des graphiques, des schémas et des textes sur un écran depuis son micro-ordinateur par l'intermédiaire d'un projecteur. En appuyant sur une touche, il anime des images. Des mots arrivent de tous côtés pour glisser sans bruit vers leur place. Des flèches s'allongent, des petits personnages désignent, des traits soulignent sans qu'apparaisse la main qui les tire. Et bien d'autres merveilles encore s'offrent ainsi à nos yeux ébahis. Et surtout, il y a les miraculeux bullet points. Ce sont des phrases entières ou groupes de mots précédés de tirets que le cadre d'entreprise fait défiler sur l'écran pendant son exposé et qui le dispense de faire jouer son intelligence pour articuler sa démonstration. Il suit ce qui est écrit. S'il n'y comprenait rien, personne ne s'en apercevrait. Ne ressentant plus la petite crainte de se tromper face à son public et le sentiment jouissif de sauver sa peau à chaque seconde comme un funambule sur son câble, eh bien, il produit une expression sans suspense et sans joie. C'est ainsi qu'avec l'arrivée du PowerPoint dans l'entreprise, les exposés sont devenus d'un ennui mortel pour les exposants comme pour les auditoires. On ne dit plus « je vais vous faire un exposé sur telle question », mais « je vais vous présenter des slides sur telle question ». Autant dire qu'on nous présente Monsieur PowerPoint qui va faire le travail à la place de Monsieur Dupont. Pourquoi se servir de notre corps pour transmettre nos messages? Nous les avons laissés au vestiaire de nos cours de gym, de notre sport du dimanche. Si, aujourd'hui, la notion du corps est la chose du monde la moins partagée, elle était dans l'Antiquité la chose du monde la plus partagée dans la vie sociale. Je ne parle pas des orgies. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de retransmission vidéo, il n'y avait pas de PowerPoint. Le corps était obligé d'exister. Il portait alors la pensée. Il fallait compter sur lui et du coup, on pouvait compter sur elle. Dans les académies antiques, le dialogue était le sport de la pensée. C'était un plaisir de s'y exercer. Ce que nous avons le mieux retenu de l'Antiquité, ce sont les 4 premières parties de la rhétorique de Cicéron. Les 4 parties intellectuelles de cette rhétorique. C'est la force, aujourd'hui, de notre pensée moderne. Depuis Cicéron, ces 4 parties se sont infiltrées au fil des siècles pour arriver jusqu'à nos écoles primaires. Et nos instituteurs, même sans le savoir, enseignent aujourd'hui ces 4 parties de la rhétorique à nos enfants. C'est l'un des axes, l'une des forces de la pensée européenne dans le monde. Ces 4 parties sont l'invention, la disposition, l'élocution, qui n'est pas le fait de prononcer les mots, oratoire et tout sauf l'art des formes, mais qui s'écoute un peu parler et qui se plaisent beaucoup. Non, pas le plaisir de la forme, le plaisir partagé.
Le plaisir partagé entre l'auteur et le public. Le plaisir partagé du discours construit ou reconstruit ensemble. C'est un plaisir qu'on a peu aujourd'hui chez nous. Notre école qui se fonde ce soir pense que ce plaisir peut être retrouvé. Et ce soir, vous êtes là devant nous, vous nous avez fait la gentillesse de venir, de nous retrouver pour fonder avec nous cette école de l'art oratoire. Il y avait longtemps que j'avais cette idée, je ne l'aurais pas réalisée sans les 10 professeurs, certains sont dans la salle, qui sont avec moi. Cette école a 3 idées. Une première qui est une forme de philosophie. Chaque fois qu'un homme dans le monde ou une femme dans le monde prend la parole devant un public, il se passe un contrat transculturel entre lui et son public. Il a les charges, ils ont les droits. Il est à leur service. Cette vision contractuelle est à creuser. Notre école l'enseigne déjà et l'enseignera encore. Deuxième chose, nous avons dans notre école une définition de l'art oratoire qui va bien au-delà, de l'art des formes. Il y a une fraternité entre les orateurs et les comédiens. Ce ne sont pas des jumeaux, mais ce sont des frères. Et puis, enfin, il y a dans cette école un ensemble de techniques que nous avons éprouvées depuis des années, grâce à beaucoup de clients qui sont là parmi vous et qui travaillent avec nous depuis des années. C'est une technique. Mais cette école, avec une philosophie, une définition de l'art oratoire et un ensemble de techniques, toutes physiques, toutes musculaires, cette école ne pourrait pas se lancer, ne pourrait pas exister sans le crédit que nous ont fait 2 cabinets qui, avec nous, vont fonder cette école et qui nous soutiennent dans cette perspective de l'art oratoire réinstaurée pour la performance dans les entreprises. Un premier cabinet, par ordre alphabétique, Cardinal Sud, dirigé par mon ami Jean-François Guillot, que je connais depuis des années, avec lequel je travaille d'ailleurs chez PSA depuis des années. Jean-François Guillot, dont le cabinet aide les managers à être des acteurs, l'acteur social de l'entreprise. C'est une approche du management. Et puis un deuxième cabinet, Emma, dirigé par Jean-Michel Moret et Mathieu Rousseau. Je cherchais Jean-Michel, je voyais, il était tellement discret, c'était formidable, une discrétion formidable. Donc Jean-Michel Moret et Mathieu Rousseau, qui... J'en perds ma pochette. Jean-Marc, qui finalement sont venus avec peine, comme vous le constatez, sont venus aussi avec nous, et il s'agit là du management, non pas acteur social de l'entreprise, mais il s'agit d'un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement managérial. Et c'est avec ces 2 cabinets aujourd'hui, et c'est grâce à eux que nous pouvons fonder cette école d'art oratoire. Je précise que cette école a un site, elle a un lieu virtuel, une collectivité virtuelle, l'école de l'art oratoire.com. Vous pourrez demain, si vous le souhaitez, écrire déjà ce que vous pensez de cette école, écrire également tout ce que vous pensez de l'art oratoire, et nous pourrons échanger sur ce lieu virtuel. Nous avons également un lieu vivant. Le lieu vivant, ce sont vos entreprises, dans lesquelles nous travaillons depuis des années. Et puis nous avons des services nouveaux, par exemple, hotline, prise de parole. Des gens nous appellent déjà, la veille d'une communication importante, pour une consultation d'une demi-heure à 1 heure au téléphone. Et on auditionne au téléphone, on apporte des techniques et on prépare pour la journée du lendemain. Et puis une troisième chose qui est un comité pédagogique. Et dans ce comité pédagogique, nous aurons des DRH, nous aurons des directeurs communication, nous aurons des journalistes, nous aurons des comédiens. Et ce comité pédagogique sera chargé d'abord de faire le rapport entre le marché et ses besoins et les pratiques de l'école, et puis deuxièmement sera chargé de valider la recherche et le développement de notre école. J'appelle maintenant sur ce plateau Jean-François Guillot de Cardinal Sud et Jean-Marc Moret d'Emma. Je vous demande de les applaudir. J'ai eu la chance de connaître Stéphane André il y a maintenant plus de 15 ans,
il a cité PSA, on s'est retrouvé également dans d'autres entreprises, et j'ai pu constater l'importance de l'art oratoire pour l'impact du manager. Cardinal Sud se dit conseil en qualité sociale, c'est-à-dire que nous mêlons approche ressources humaines, relations sociales, conduite du changement, en démarrant sur le premier acteur du changement qui est le comité de direction, puis tout au long de la ligne hiérarchique, et parfois même, c'est nécessaire en France, en travaillant sur le volet syndical, bien évidemment. À l'international, c'est un peu plus rare, je le reconnais. Précisément, quels sont les constats que nous partageons? Le premier constat, c'est que la légitimité du manager français se fonde essentiellement sur ses compétences techniques, connues, reconnues. Malheureusement, elles sont souvent diminuées dans la performance du manager. On l'a vu tout à l'heure dans la scénette, on le constate également dans les entreprises de taille internationale, lorsque le manager français se confronte à ses collègues néerlandais, anglo-saxons, qui, eux, pratiquent l'art oratoire avec naturel, sans parler des langues étrangères. Cette compétence technique d'art oratoire mérite donc d'être développée car elle permet au manager de jouer son double rôle d'entraîneur, faisant progresser son équipe, et c'est finalement le sens étymologique de l'autorité hiérarchique, l'auctoritas qui fait grandir, et au sens également de répétiteur qui fait travailler ensemble une équipe pour obtenir les résultats attendus. Le manager, on le voit, est au cœur de cette problématique. Alors, le projet en définitive, pour nous, qu'est-ce que cela représente? École d'art oratoire. Art, oui, car il s'agit réellement de compagnonnage, il s'agit réellement de beaux gestes. Oratoire, car l'art oratoire est à notre avis une compétence technique, c'est-à-dire une capacité démontrée en relation de travail, en relation interpersonnelle. Et naturellement, c'est un art également, car qui dit art dit cette envie de beau, de bien et de vrai. Et je terminerai par l'école. L'école, c'est-à-dire finalement la volonté d'apprendre, de progresser et de partager ensemble. C'est une définition que l'on peut accepter également, me semble-t-il, du manager. Notre credo est de mettre le manager au cœur du climat social, d'en faire le premier acteur du climat social. C'est pourquoi nous soutenons et nous sommes partie prenante active de l'école vivante d'art oratoire avec nos amis d'Emma et de Jean-Marc Moret en particulier. Ah oui, c'est vrai, Jean-Marc. Je vois donc que le stress est partagé. Et vous allez vous rendre compte rapidement que je serai un des premiers élèves de cette école. Je dois vous présenter Emma Management. On est très fiers aujourd'hui, ce soir, de nous associer à cette démarche, à la construction de cette école. Emma est un cabinet qui fait de l'accompagnement managérial. On a vocation à accompagner les entreprises dans leur transformation et on considère qu'un des meilleurs vecteurs de la transformation, c'est le manager et c'est l'ensemble des pratiques managériales. Alors, dans les problématiques de fusion, de rénovation managériale, de rachat, de réorganisation, de déclinaison stratégique, évidemment, le manager est au cœur de notre démarche. Et nous pensons qu'il est bon pour le manager de se construire son personnage, sans quoi il n'est pas au service de la performance de l'entreprise. Ce personnage, vous l'avez entendu ici ce soir, il est constitué notamment par des savoir-faire, des compétences. Et évidemment, l'art oratoire est au cœur de ces compétences, mais également la capacité du manager à gérer le climat social, premier acteur de la qualité sociale d'une entreprise, sont évidemment les deux leviers qui nous intéressent beaucoup. D'où notre partenariat avec Stéphane André, conseil, et avec Cardinal Sud, avec Jean-François, dans le cadre de cette école. On ne peut pas parler d'Emma Management sans parler de nos managers accompagnateurs. Parce que, et je rebondis sur ce que disait Jean-François, nous croyons dans la valeur de l'expérience. La valeur de l'expérience de nos managers et leur capacité à la transmettre aux managers qu'ils accompagnent dans les entreprises. Et c'est déjà une école. Donc notre savoir-faire d'école, de porteur de ce savoir, on le met au service des entreprises au quotidien. Cette notion d'école aussi, elle nous concerne un tout petit peu parce que notre métier, on le met en œuvre dans le cadre d'un partenariat très lourd qu'on a avec une très belle école française, avec l'ESSEC. Et je suis ravi de boucler un peu tout ça avec Stéphane, puisqu'il a usé aussi
pantalon sur les bancs de l'ESSEC. Et donc, pour les entreprises, évidemment, nous mettons l'ensemble de ces savoir-faire, dans le cadre de grands parcours de progrès managérial, de progrès du manager, dans lesquels on vient leur apprendre, leur transmettre le savoir-faire de la gestion du climat social, leur transmettre la construction de ce personnage au-delà de leur personne, pour se positionner, pour utiliser, pour mettre en œuvre les bonnes pratiques de manager. Voilà ce que j'avais à dire ce soir sur notre attachement à ce projet et à notre volonté de le faire réussir ensemble. Merci à vous d'être ici ce soir avec nous. La discussion ou la rencontre sur ce thème de l'art oratoire se poursuivra, vous allez le voir, dans le cocktail auquel tous ici nous vous invitons. Cette soirée ne serait pas tout à fait complète. Nous fêtons également la sortie d'un livre, celui-ci, c'est le livre de Stéphane André. On devait en parler un peu, mais il est ému. C'est pas toujours facile de proposer son propre livre, il est formidable. Je vous le conseille et il vous sera d'ailleurs distribué. Ne partez pas sans prendre votre petit livre qui est à l'entrée. J'ajouterai simplement que dans ce petit livre, vous trouverez les 5 composantes de l'école de l'art oratoire, méthode Stéphane André Conseil, qui prend naissance ce soir et vous le découvrirez. Vous pourrez vous loguer sur Internet, vous pourrez découvrir tout cela et découvrir les commentaires de Stéphane. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.